Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Donc, nous allons reprendre notre cycle des Web Social Café et nous commençons aujourd'hui avec les entretiens avec le salarié. Nous avons la chance d'accueillir Maître Hayat, avec qui nous avons l'habitude de travailler en droit du travail et en droit social, et qui a déjà participé à de nombreux Web Social Café, notamment l'année dernière quand on en faisait sur le temps de travail. Je vous rappelle quelques règles pour le bon déroulement de ce web social. Donc, je vous remercie d'éteindre vos micros quand vous ne parlez pas pendant la présentation. Et si jamais vous avez des questions, nous essaierons d'y répondre en fin de réunion une fois la présentation terminée. Voilà. Je vous remercie. Alors, je vais prendre la main. Je suppose que tout le monde m'entend. Ça va être pareil. Bienvenue à tous. Ah, il y a une main. Bonjour. Il y a une main qui apparaît. Madame Debois, ou Monsieur Debeau, pardon. Camille, je ne sais pas. Monsieur ou Madame. Monsieur, Camille Debos. Je ne voulais pas vous interrompre. C'est bon, on vous entend bien. Ah, bah, merci beaucoup. OK. Donc, alors, je vais entamer. J'ai un affichage un peu étrange. Je ne sais pas pourquoi. OK. Eh bien, c'est pas grave. Alors, tiens, Vianney, la prochaine fois, j'ai pas eu le temps de te répondre, mais il faut que tu laisses mes coordonnées sur les slides, parce que sinon les gens ne peuvent pas me contacter. Là, tu as mis mon nom, mais il n'y a pas le moyen, ni mon mail, ni mon numéro de téléphone, ni mon adresse, il n'y a rien du tout. C'était dans mes slides originaux. Faut pas supprimer ça. Sinon, personne ne peut me contacter. Ben oui, c'est important quand même. On va l'ajouter sur le... Merci beaucoup. Bon, allez, on y va. Alors, je vais vous parler des entretiens aujourd'hui. On a 1 heure. C'est court, 1 heure. C'est très court, puisque des entretiens, en réalité, j'en ai dénombré 8. Alors, 8 entretiens, alors qu'on a 1 heure, ça ne fait pas beaucoup par entretien. Donc, il y en a que je vais évidemment détailler et d'autres moins. Je vais commencer tout de suite par l'entretien d'embauche, directement, sans transition, comme disait l'autre, parce qu'on oublie toujours l'entretien d'embauche. Or, l'entretien d'embauche, il est quand même légiféré, contrairement à ce qu'on pense. Et il y a des obligations. Alors, je vais vite, parce que l'entretien d'embauche, tout le monde n'en fait pas. Et puis, s'il est légiféré, c'est uniquement s'il y a un entretien. Vous n'êtes pas obligé de faire un entretien d'embauche. Bon. Alors, cet entretien d'embauche, ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Est-ce qu'il existe une obligation d'information des candidats sur alors, je vais faire de quoi s'agit-il? Vous le savez, c'est pour recruter les gens, qui en bénéficient tous les salariés, enfin tous les futurs salariés, qui en est à l'initiative, c'est l'employeur, quand c'est avant l'embauche du salarié, voilà. Et est-ce qu'il existe une obligation d'information? C'est là en fait qu'il y a le nœud important. Oui, il existe une obligation d'information, puisque vous devez absolument informer au préalable les salariés ou les futurs salariés des méthodes et techniques d'aide au recrutement auxquelles vous allez recourir. Voilà. C'est important quand même si vous avez des techniques particulières, des tests, si vous avez, je ne sais pas moi, bon voilà. Par ailleurs, il est interdit de recourir à des méthodes non pertinentes, l'astrologie, la tarologie, la numérologie, qui sont classiquement nommées, mais ça c'est interdit, vous n'avez pas le droit puisqu'il vous faut des éléments objectifs en cas d'attaque sur un sujet tel que la discrimination. Il faut que vous puissiez vous défendre et c'est le point important, c'est que bien évidemment, vous ne pouvez pas discriminer, vous savez, il y a des discriminations illicites, d'autres qui sont licites parce que vous allez choisir, donc vous allez discriminer, mais vous avez un certain nombre de listes, un certain nombre de points de discrimination qui sont interdits, vous le savez, la couleur, la religion, l'état de santé, voilà. Bon. Je vais très vite puisque nous avons peu de temps. Important quand même aussi, vous devez informer l'intéressé du traitement, vous le savez, c'est le RGPD aujourd'hui, du traitement que vous allez faire de ces données personnelles, et vous ne pouvez pas les garder à vitam aeternam, il faut vous mettre d'accord avec lui sur une durée, donc vous lui annoncez que vous gardez les CV pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans par exemple. Il a intérêt à ce que vous le fassiez, mais en revanche, vous ne pouvez pas les garder ad vitam aeternam. Voilà. Bien sûr, les questions que vous posez doivent être pertinentes. Alors, les questions sur la vie privée, c'est non. Savoir le statut marital des gens, comme ça se faisait dans ma génération, vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, aucune importance. Vous avez des enfants, ça n'a pas non plus, en mon sens, de pertinence. Je ne vois pas en quoi ça peut être pertinent. Donc, attention à toutes ces questions. Les gens deviennent de plus en plus frileux là-dessus, à juste titre. Vous n'avez pas à poser ce type de questions. Voilà. C'est important parce qu'on a des contentieux. Hein. Je ne vous dis pas ça pour le plaisir de vous le dire. Il y a des contentieux au conseil de prud'homme. J'en ai eu un.
où évidemment la question n'a pas été uniquement là-dessus, mais dans le processus contentieux, il y a eu aussi le fait que l'employeur s'intéressait à des éléments de vie privée de ses salariés et donc à l'origine des candidats, c'est comme ça qu'on l'a su, qui étaient non pertinents. Donc voilà, c'est important à avoir en tête, même si ça se faisait à une époque, il vaut mieux pas trop le faire maintenant. Voilà, vous pouvez recourir à des tests, bien évidemment, si vous le souhaitez, mais il faut que ces tests aient un fondement objectif, c'est ce que je vous disais, pas des tests astrologiques, voilà, c'est pas retenu. Et il est important de faire une information sur l'entretien professionnel. Alors, je vais y venir à l'entretien professionnel parce que c'est probablement un des sujets les plus importants de ce matin. Mais vous devez, c'est ce que dit le Code du travail, informer le salarié sur l'entretien professionnel dès l'embauche. Alors, moi, je mets l'info dans les contrats de travail. Si vous ne la mettez pas dans les contrats de travail, vous pouvez la faire durant l'entretien d'embauche. Encore faut-il que vous en ayez la preuve que vous l'avez faite. Voilà. Je vais très vite sur l'entretien de recrutement. Il y a d'autres choses, parce qu'il y a eu un rapport qui a été produit en 1992. La plupart d'entre nous n'étaient pas nés à cette époque-là, mais en 92 de Gérard Lioncan, qui a diffusé, qui a infusé dans le Code du travail un certain nombre de lois dont je vous parle, les règles dont je vous parle en viennent en partie. Ce rapport est toujours d'actualité, il est toujours valide, il est toujours cité, il est toujours même cité dans les cours. Là, je fais des cours à la fac. Le prof cite toujours le rapport de Lioncan de 92 sur, en réalité, le respect des personnes lors de l'entretien d'embauche. Voilà, je passe vite. Désolé pour la vitesse du truc. L'entretien professionnel. Alors l'entretien professionnel, j'insiste un peu plus dessus. Et je bois une gorgée de café. L'entretien professionnel, mais de quoi s'agit-il? Alors, qui en bénéficie? Tous les salariés en bénéficient, tous. Voilà, il n'y a pas d'exclusion dans le code. Ça peut paraître bizarre dans certains cas, pour les salariés en contrat de professionnalisation, par exemple. Bon, mais si le contrat de pro est un contrat qui doit durer, qui est un CDI, eh bien, à la fin de la période de professionnalisation, l'entretien pro me semble justifié. On n'a pas de jurisprudence, mais c'est ce que je pense. Ça concerne tout type de contrat de travail aussi. Qui est à l'initiative de l'entretien pro? L'employeur. Alors, si je mets à chaque fois sur tous les entretiens cette question-là, parce que certains sont à l'initiative du salarié, mais celui-là, c'est vous, donc il faut le faire. Vous connaissez la jurisprudence française. Ce qui est de votre responsabilité doit être fait, sinon vous êtes grandement coupable. Voilà, enfin je plaisante, mais c'est plus ou moins en fait. Voilà, c'est de votre responsabilité, donc il faut le faire. Point. Le juge n'entend pas que vous ne le fassiez pas. Vous êtes des employeurs, donc des surhommes et des surfemmes, c'est évident. Vous devez tout faire. Comment devez-vous le faire? Alors, au minimum tous les 2 ans. J'insiste sur le au minimum tous les 2 ans. Alors, j'insiste sur le au minimum parce qu'il y a des situations qui font que l'entretien pro doit avoir lieu avant la périodicité de 2 ans. Donc, on vous dit toujours 2 ans, mais 2 ans, c'est faux. Le minimum, déjà, peut être plus faible parce que c'est au retour du congé mat, au retour du congé parental d'éducation, y compris quand celui-ci est à temps partiel, et y compris quand celui-ci dure 6 mois, la loi ne fait pas de distinction, au retour d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, qui n'est pas la même chose que le congé parental d'éducation à temps partiel. En fait, si, c'est la même chose, mais vous pouvez avoir un temps partiel sans avoir un congé parental d'éducation. Au retour d'un congé d'adoption, au retour d'un congé sabbatique, au retour d'un congé proche aidant, au retour d'une période de mobilité volontaire sécurisée, au retour d'un arrêt pour longue maladie, qui peut être d'un an, et donc voilà, et au terme d'un mandat syndical. Je vous ai fait la liste, elle est dans le code, bien sûr, Sinov vous répondra, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de cas, donc tous les 2 ans, c'est pas vrai. C'est d'autant plus pas vrai que on calcule les 2 ans en rapport de l'ancienneté du salarié, c'est pas 2 ans calendaires. Alors ça, il faut l'avoir en tête aussi, parce que dans certains cas, ça a pu sauver certains de mes clients qui étaient sur la sellette parce qu'au terme de la période de 6 ans calendaire, ils n'avaient pas fait le nombre d'entretiens prévus, mais sauf qu'on était sur 6 ans calendaire, mais comme le salarié avait eu une suspension de son contrat de travail, une suspension de son ancienneté aussi, eh bien, on a pu dire, ben non, les 6 ans ne sont pas atteints. Bon, voilà, mais tout le monde garde en tête 6 ans, mais ce n'est pas exact. Mais je sais qu'il faut bien simplifier parfois parce qu'il y a trop d'informations, j'en suis conscient. Est-ce que vous devez informer le salarié de l'existence de l'entretien? Pour ceux qui m'ont suivi, eh bien, j'ai dit oui il y a 2 minutes parce qu'il faut le faire à l'embauche. Voilà. Est-ce qu'il existe une obligation d'informer le salarié sur la collecte éventuelle d'informations? Alors, je l'ai mis à chaque fois, mais la réponse est à chaque fois oui. Aucune information personnelle ne peut être collectée sans que le dispositif ait été mis
était portée à la connaissance du salarié auparavant. Et la question cruciale, c'est de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que l'entretien professionnel? Eh bien, l'entretien professionnel n'est pas l'entretien d'évaluation. Le Code du travail n'a pas vraiment défini le contenu de l'entretien professionnel. Pourquoi faire simple quand on peut laisser les gens se débrouiller? Donc, en revanche, il a exclu certains thèmes, donc on ne peut le définir globalement que négativement. À l'origine, depuis, il y a 1 ou 2 points dont on sait qu'il faut les mettre, mais plus précisément, je vais vous le dire. Alors, l'employeur ayant l'obligation d'adapter le salarié à son poste de travail et de maintenir l'employabilité du salarié, la tenue de l'entretien professionnel, c'est l'occasion pour l'employeur d'évaluer les besoins de formation du salarié. C'est ça, l'entretien professionnel. Alors, ce que nous dit le Code du travail, il dit simplement que l'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du salarié. Donc, pas d'évaluation. Donc, vous avez un entretien avec lui pour connaître ses besoins, connaître ses compétences, évaluer vos besoins de formation à l'avenir parce que vous avez une vision stratégique sur ce que votre entreprise va faire dans les 2, 3, 4 ans à venir. Enfin, là, je pousse un peu. Déjà, quand on est à 2 ans, je sais que c'est très bien. Mais donc, peut-être de vos besoins de formation, parce que vous allez avoir besoin de vous réorienter sur un sujet. Dans ce cas-là, vous savez, vous, quels sont vos besoins. Vous avez un entretien professionnel avec le collaborateur. Vous voyez, lui, ses lacunes en matière de formation. Et donc, vous allez, grâce à l'entretien professionnel, pouvoir établir un plan de formation. Alors, ça ne s'appelle plus comme ça s'appelle un plan de développement des compétences. Et bien évidemment, quand vous avez 3 salariés, ça ne porte même pas de nom. Mais c'est la même chose que le plan que les entreprises de 2000 salariés doivent faire. 2000 par exemple. C'est un plan de vos besoins en compétences à venir. Voilà, c'est donc une espèce de rendez-vous formation-carrière au cours duquel vous devez donner des informations sur la VAE. Donc ça, c'est ce que la loi a rajouté après. On ne sait toujours pas trop ce qu'on donne au cœur du sujet, mais on sait quelques informations périphériques. La VAE, le compte personnel de formation, l'abondement du compte personnel de formation, etc., etc., etc. Bon. Mais le cœur du sujet, c'est ça, c'est la formation. Et si vous êtes extrêmement structuré, c'est en prenant tous les entretiens professionnels que vous faites dans une période donnée de l'année que vous pouvez rédiger votre plan de développement des compétences. C'est le principe, c'était l'idée du législateur à l'origine. Est-ce qu'il existe un contrôle? Oui, je vous l'ai dit, c'est tous les 6 ans, mais ce n'est pas vraiment tous les 6 ans quand même. Mais vous devez, tous les 6 ans, je vais prendre cette définition-là, faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Et donc, c'est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, j'insiste, ce n'est pas une récapitulation de ce que vous avez dit dans les entretiens précédents, non. L'entretien de la 6e année d'ancienneté, c'est l'entretien où vous faites le récapitulatif de la carrière du collaborateur. Et donc, vous devez vous assurer que le collaborateur a, au cours de ces 6 dernières années d'ancienneté, bénéficié au moins d'une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE, voilà, et bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle. Ça, c'est ce que vous devez vérifier, mais ce n'est pas là-dessus que vous êtes sanctionné. Je sais, ce n'est pas simple. Ça, c'est ce que vous devez vérifier. Voilà. Est-ce que le salarié a eu ça? Et s'il n'a pas eu ça, je suppose que le législateur induit le fait que vous allez prendre des mesures pour lui permettre d'avoir cela. Bon, je vais venir sur ce qui est contrôlé parce qu'il y a quand même une distorsion entre ce que vous devez regarder et finalement ce pourquoi vous êtes sanctionné. Parce que bien évidemment, à terme, vous êtes sanctionné sur quelque chose. Donc je répète, c'est important, une action de formation au moins, acquis des éléments de certification par la formation ou par la VAE et bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle. Ça fait beaucoup. En 6 ans, tout le monde n'a pas ça. Donc on vous demande vraiment d'être proactif sur la carrière des gens. Je viendrai sur le contrôle ensuite. Par qui et comment l'entretien professionnel doit-il être conduit? Eh bien, par évidemment l'employeur ou une personne qui lui est assimilable et qui a une connaissance de la stratégie à venir de l'entreprise, puisque vous y avez intérêt, vous, à l'entretien professionnel. Ce n'est pas uniquement un entretien pour, comme certains entretiens qui peuvent être prévus par le Code du travail, où finalement, on ne sait pas trop bien ce que l'entreprise y gagne. Là, c'est clair, pour vous, c'est établir, c'est pour votre stratégie de développement de compétences globales de l'entreprise. Et les enfants vont à l'école. Alors, dans la rue à côté. Donc, la personne qui mène l'entretien doit avoir repéré les changements à venir dans votre stratégie, doit savoir ce dont vous aurez besoin. Voilà.
Les résultats de l'entretien professionnel sont évidemment confidentiels. Et puis, comme toujours, les méthodes et les techniques que vous utilisez, si vous avez des techniques particulières, doivent être pertinentes. Comment l'entretien professionnel est-il conclu? Eh bien, à l'issue de l'entretien, il y a un document qui est rédigé, dont une copie est obligatoirement remise au salarié. Alors, s'il vous plaît, la remise du document, gardez-en une preuve. Là, c'est l'avocat qui vous parle, c'est plus le juriste, voire le conseiller prud'homme. Les documents les remises non prouvées n'existent pas. Ça n'existe pas. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire. Vous devez avoir un bordereau de remise ou reçu ce jour et le document doit être signé parce que sinon, ça n'existe pas. Et donc, ça ne sert à rien de le remettre. Et alors, les documents Excel non figés, c'est encore plus inutile parce que ça n'est pas un document Excel qui n'est pas en PDF signé, c'est un document modifiable, ça n'a aucune valeur. Je vous le dis parce que la plupart d'entre vous, vous allez faire un peu vite, vous avez des documents que vous faites sur ordinateur, c'est partagé sur un réseau commun et ça reste là. Ça ne sert à rien en matière probante, ça ne sert strictement à rien quand la cour de casse, enfin, quand la cour d'appel vous sanctionne, elle vous sanctionne. Vraiment. Et elle, c'est pas en milliers d'euros parce que vous avez un document Word modifiable qui n'a pas de valeur. J'insiste beaucoup parce que j'ai beaucoup de condamnations à cause de ça. L'employeur n'aménage jamais sa preuve. Le salarié, oui, parce qu'il fait son dossier, parce qu'il est conseillé. L'employeur, il l'est aussi. Je suis là, je vous conseille, mais je ne sais pas, vous n'avez pas la conscience du risque encouru. Et quand vous avez un contentieux, c'est trop tard. Vous n'avez pas de preuve, ni du suivi de la durée du travail. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais j'ai encore eu une jurisprudence récemment où finalement on reproche à l'employeur de ne pas avoir ses propres documents. Bon, voilà. Et c'est comme ça, même si la durée était suivie. Organisez votre propre mode de preuve, c'est fondamental, c'est crucial, mais ce n'est pas le sujet de ce matin, mais quand même. Est-ce que le salarié peut se faire assister? Non, ce n'est pas prévu, ce n'est pas un entretien disciplinaire, il n'y a pas de raison d'assister, c'est un entretien personnel sur sa carrière, donc la réponse c'est non. Voilà. Vous pouvez refuser de recevoir un représentant du personnel, il n'y a aucun délit d'entrave. Quelles sont les suites? Les suites, c'est que vous devez prendre des engagements, si vous en prenez, sur la formation, sur l'évolution de la carrière. Il faut appliquer ces engagements. Évidemment, vous devez conserver un exemplaire des conclusions de l'entretien signé, faites-le signer, je l'ai déjà dit, je le répète, conservé pendant 5 ans après la rupture du contrat de travail, au moins. Pourquoi 5 ans? Bien parce que c'est le temps que dure la prescription en matière de harcèlement moral ou de discrimination. Et donc, c'est quand même important pour vous de conserver des éléments. Quand un salarié saisit en 2029 que son contrat de travail a été rompu en 2025, que lui verse les pièces et que vous les avez toutes mises à la poubelle en 2028, c'est bien dommage, vous n'avez plus rien. Gardez les choses pendant au moins 5 ans. Voilà, alors les sanctions, bon, alors je vais aller vite parce qu'on a assez peu de temps, il est déjà 9h moins 10. En fait, les sanctions, on avait plein de prévues pour plein de raisons différentes. Et en plus, jusqu'au 30 juin 2021, donc c'est pas très ancien, c'est l'été dernier, il y avait plusieurs possibilités. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, qui est issue de la loi du 5 septembre 2018. Donc, je ne parle plus du reste pour ne pas vous brouiller. Aujourd'hui, c'est simple, vous devez simplement vérifier que vous êtes sanctionné, voilà, si le salarié n'a pas bénéficié de ses entretiens professionnels dans la période de 6 ans d'ancienneté dont on parle, qui peut donc être plus longue que 6 ans, voilà. Mais il n'y a pas forcément que 3 entretiens, il peut y en avoir plus s'il y a des congés maternité, des mandats syndicaux, etc. Et il faut que le collaborateur ait bénéficié d'une formation, au moins une formation autre qu'une formation obligatoire. Donc vous voyez, vous devez vérifier que le collaborateur a une certif, a une progression salariale, mais en fait, ce n'est pas là-dessus que vous êtes sanctionné s'il n'a pas eu ses entretiens et s'il n'a pas eu une formation non obligatoire. Alors là, ce qu'on appelle une formation non obligatoire, c'est une formation qui n'est pas indispensable pour exercer le métier, type certification, habilitation électrique, mais une formation pour améliorer. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la formation professionnelle, ça change tous les 5 ans. Il y a des appréciations différentes. Vous savez, il y a 3 catégories de formation à une époque. Après, il n'y en avait plus que 2. Maintenant, mais enfin, c'est toujours la même idée. Vous avez celles qui sont indispensables, puis vous avez celles qui sont pour du confort. C'est celles-ci que vous devez faire. Je résume, mais c'est quand même l'idée. Voilà. Si vous n'avez pas la preuve que ces éléments-là ont eu lieu, eh bien, alors pour le problème, c'est souvent le nombre d'entretiens. C'est en général pas les formations, les gens en ont, ne serait-ce qu'une formation à l'agenda ou Outlook, et puis voilà. Non, c'est le nombre d'entretiens, ça, les employeurs l'oublient, et l'arrivée, ça vaut coûte 3 000 € quand même, hein, c'est 3 000 € d'abondement sur le CPF, j'allais dire le PCF, non, le CPF, donc n'oubliez pas, c'est quand même cher.
Voilà. Alors, il y a quand même un point sur lequel j'insiste. Il n'y a pas que ça comme sanction, à mon sens. Ça, c'est la sanction évidente, mais vous avez d'autres sanctions parce que vous avez des éléments qui sont, comment dire, qui sont périphériques. L'entretien professionnel, la tenue de l'entretien professionnel, le versement des conclusions de l'entretien professionnel signé, dont vous avez la preuve qu'elles ont été remises aux salariés par ailleurs, mais au moins qu'elles sont signées, et datées, et pas uniquement daté de l'imprimante à partir de laquelle vous allez imprimer le document, où là, il y a la date de la semaine dernière quand j'arrive en justice, alors que ça est censé avoir eu lieu il y a 3 ans, l'entretien. J'insiste parce que ça ne marche pas. En matière, dans les contentieux en matière de harcèlement, c'est très important. En matière de discrimination, je vous l'ai dit, c'est très, très important. Et même en matière, tout simplement, de faute. Si vous démontrez que vous avez eu un entretien avec le salarié, non pas d'évaluation, mais sur sa formation, donc la formation, ça permet d'éviter les fautes. Que vous démontrez que vous êtes attentif à la formation du collaborateur, qu'il a bien eu une formation, qu'il a bien eu des points pour évoquer ses compétences. Alors, en matière de harcèlement, déjà, c'est quand même mieux. En matière de discrimination, vous démontrez que vous traitez tout le monde de la même façon. Et en matière de licenciement pour faute, vous démontrez que le collaborateur a été formé. C'est vachement important, ça. Qu'il n'est pas laissé pour compte, qu'il est accompagné et que vous avez déjà fait des bilans sur sa formation. Donc, s'il a fait des fautes, c'est bien de sa faute à lui. Et summum du summum, en matière de contentieux en insuffisance professionnelle, c'est carrément impossible d'arriver à convaincre le juge que votre collaborateur est insuffisant professionnellement si vous ne lui démontrez pas par ailleurs que vous avez fait correctement tous les entretiens professionnels et bien évidemment que vous lui avez fait bénéficier de formation. J'ai plusieurs contentieux là-dessus. Le juge oublie toujours que vous pouvez aussi simplement adapter le salarié à l'évolution de son poste de travail et pas toujours lui verser des formations pour lui apprendre son boulot. Parce que souvent, on vous oppose le fait que je ne savais pas, on ne m'avait pas formé. Attendez, c'est que l'évolution du poste de travail, ce n'est pas la formation au poste lui-même, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas de la formation initiale. Donc déjà, le juge, on passe un certain temps à lui expliquer que non, vous n'êtes pas là pour former un comptable au métier de comptable, mais juste à l'évolution du logiciel de comptabilité, par exemple. C'est mieux si en plus on dit, regardez, il y a eu des entretiens professionnels, on a fait un point sur la compétence, et la compétence de monsieur ou de madame X n'a jamais été remise en cause. On est simplement sur des besoins de formation complémentaires. C'est beaucoup mieux, et en général, on obtient le feu vert du juge. Sinon, on se prend un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En général, c'est au moins 6 mois de salaire, parce que vous avez le préavis derrière. Bon, passons, je fais simple, je fais vite. Donc faites attention, parce que ça peut vous coûter 6 mois de salaire de ne pas faire ça, en plus de tout ce dont on parle, en cas de contentieux. 8h52, j'ai vraiment l'impression. Il y avait une émission comme ça qui s'appelait Rapido, je crois, à la télé. Le type, c'était Antoine Decaux, il débitait à toute vitesse. Je débite. On continue. Est-ce qu'il existe des formations à l'entretien professionnel? Eh bien, oui. L'OPCO Atlas, et là, Sinop vous aidera, s'était engagé dans l'accord du 31 octobre, je ne sais plus combien, 2020, je crois, l'accord le dernier sur la formation professionnelle, s'était engagé à organiser un certain nombre de formations, et je crois que c'est le cas. Vous avez un certain nombre de documents, d'accompagnement mis en place par l'OPCO Atlas. N'hésitez pas, parce que vous l'avez déjà payé, donc autant l'utiliser. Utilisez tout ce que l'OPCO Atlas tient à votre disposition, il y a beaucoup de choses, vraiment, pour vous aider et accompagner vos collaborateurs. Voilà, je fais très très vite. Alors, l'entretien individuel des élus locaux. Eh oui, vous ne le saviez pas, mais si vous avez un salarié qui est élu localement, maire de sa commune ou je ne sais quoi, il y en a quand même, moi j'ai des cas comme ça. Mais là, c'est à sa demande, c'est à la demande du collaborateur. Le collaborateur peut, à sa demande, je vois quelqu'un qui me dit « Ouais, mais les formations, elles étaient annulées, nous avons abandonné. » Ça, vous n'y pouvez rien, effectivement. C'était peut-être en raison du Covid, je ne sais pas. Tout est en raison du Covid depuis 2 ans, bien évidemment. Donc, voilà, donc l'élu local peut bénéficier à sa demande et au début de son mandat d'un entretien avec son employeur portant sur une modalité pratique d'exercice du mandat. Ce qui est un certain nombre de mesures que vous pouvez mettre en œuvre pour aider la personne qui est une élue locale ou un élu local, enfin la personne, par exemple, voilà, élu local, à exercer son mandat. Alors, je ne vais pas plus loin sur cet entretien, je vous le dis, on n'a pas trop le temps. Là, c'est le salarié ou la salariée qui en est à l'initiative, c'est au début du mandat. Pour le reste, si ça vous arrive, vous téléphonez à Sinov vous répondra. L'entretien de télétravail. Alors celui-ci, il est extrêmement important. Je précise d'ailleurs que, pour l'entretien d'élu local, il ne se confond pas avec l'entretien professionnel. Ça peut être à la suite, ça peut être mais ce sont 2 documents différents.
L'entretien de télétravail, c'est pareil. Je vous rappelle que bien que ce ne soit pas obligatoire, mais obligatoire quand même, sans que ce soit obligatoire, mais c'est tout de même une recommandation obligatoire, et qu'aujourd'hui, l'inspection du travail en a fait une obligation au titre de l'obligation de santé, sécurité, de prévention. Donc, en fait, vous êtes obligé de mettre les gens en télétravail, même si le gouvernement vous a dit non, non, c'est une recommandation, mais c'est obligatoire quand même, c'était très clair. Avant tout, n'oubliez pas que quand les collaborateurs sont en télétravail, même quand ce n'est pas le télétravail complet, eh bien, vous devez avoir un entretien de télétravail avec les collaborateurs. Voilà, c'est comme ça. C'est prévu dans le Code du travail. Alors, c'est prévu même dans l'accord national interpro du 26 novembre 2020, mais c'est l'accord, c'est l'article L1222-10 du Code du travail qui vous dit qu'il y a un entretien. Alors, cet entretien, il bénéficie à tout télétravailleur quand, chaque année, donc quand un collaborateur est en télétravail, et même quand c'est du télétravail partiel, hein, enfin à temps partiel entre guillemets, c'est-à-dire pas tous les jours, vous devez avoir cet entretien. Et est-ce qu'il existe une obligation d'information sur l'entretien? C'est pas dit, hein, le Code du travail ne le dit pas. Est-ce qu'il existe une sanction légale? Non, pas directement, mais la jurisprudence s'en occupera, vous pouvez en être certain. Si j'ai un confrère qui plaide que comment son client n'a pas eu son entretien télétravail, c'est un drame, c'est pour ça qu'il s'est senti seul, isolé, alors qu'il était en télétravail que le lundi. Et le juge se fera un malin plaisir de vous dire, vous n'avez pas respecté votre obligation, donc je sanctionne. Voilà, ça, méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Donc, on ne pourra pas me dire que je ne dis pas à chaque visio, attention, méfiez-vous, aménagez vos preuves, attention, et j'ai toujours l'impression de parler dans le vide, à chaque fois que j'ai des contentieux, j'ai des documents non signés. Enfin, c'est terrible, hein, parce que les sanctions, après, elles font vraiment très mal. Hein. Donc là, il faut cet entretien. Est-ce qu'il existe une sanction légale? Non, pas dans le Code du travail, mais pour moi, l'absence d'entretien, ça peut venir comme élément à charge d'autres griefs, isolement du salarié, discrimination, pourquoi pas harcèlement, on ne me parle pas, enfin, bref. Que vous dire d'autre? Est-ce que le salarié peut se faire assister? Ce n'est pas prévu, donc refuser n'est pas un délit d'entrave. Quelles sont les suites de l'entretien? Vous devez prendre des décisions. C'est un entretien qui porte sur la charge de travail, sur comment se déroule l'entretien. Donc voilà, c'est les conditions d'activité du télétravailleur et sa charge de travail. Donc vous devez prendre des mesures, des décisions au cas où, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je pense que cet entretien peut se faire, c'est pas dit autrement, peut se faire. Alors voilà, est-ce que ça peut être inclus avec l'entretien annuel? Si vous appelez l'entretien annuel l'entretien d'évaluation, pour moi, oui, mais il faut faire une rubrique spécifique. Vous faites une rubrique spécifique pour dire, regardez, j'y ai pensé, regardez, monsieur le juge, j'y ai pensé, hein, je l'ai fait. À ce moment-là, comme il n'est pas dit que c'est sur un document externe, et pour l'instant, la jurisprudence n'a pas demandé un entretien distinct, si vous en parlez, c'est bien. Voilà, je pense que l'idée du législateur, c'était qu'il fallait aborder le télétravail, faites-le. Sur la charge de travail et les conditions d'exercice du télétravail. J'accélère encore, parce qu'après il y a des questions. J'arrive à l'entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire. Alors celui-ci, il est vachement important. Vous le savez, je le dis bien, éventuelle sanction disciplinaire, c'est donc toute sanction disciplinaire, sauf l'avertissement, mais je vais y venir. Donc, c'est tous les salariés, tous les types de contrats de travail. Qui en est à l'initiative? C'est l'employeur, une fois de plus. C'est avant toute sanction ayant une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. En pratique, c'est tout le temps, sauf avertissement ou blâme, à moins que vous ayez un accord, vous-même, d'entreprise qui vous y oblige, ou que dans votre règlement intérieur, vous ayez écrit le fait que vous faites un entretien préalable avant toute sanction, y compris l'entretien, y compris l'avertissement et le blâme, et ça arrive dans certains règlements intérieurs faits à partir de modèles qui sont des modèles syndicaux du collège en face, j'en ai vu, et donc ça disqualifie évidemment la mesure, même l'avertissement, s'il n'y a pas d'entretien préalable. Voilà. Est-ce que vous devez informer le salarié sur la collecte d'informations dans ce cas-là? Oui, évidemment, hein, c'est clair. De quoi s'agit-il? Eh bien, au cours de l'entretien, l'employeur qui n'a pas encore pris sa décision. Donc, il ne faut pas dire, tiens, je te fais un entretien avant ton avertissement, parce que, avant je ne sais pas moi, ta rétrogradation disciplinaire. Non, justement, l'entretien va vous permettre de définir si une faute a été commise et quelle est la sanction adaptée à cette faute. Vous ne pouvez donc jamais laisser de traces sur le fait que vous avez décidé. Le nombre de contentieux que j'ai avec des mails d'un dirigeant qui dit, par exemple, ça c'est pour le licenciement,
monsieur machin n'est plus dans l'entreprise alors que l'entretien n'a pas encore eu lieu. Et là, c'est foutu. C'est foutu. Je veux dire, là, il produit ça en justice, et ça veut dire que la décision a été prise avant, le licenciement, et sans cause réelle et sérieuse. Mais là où toute sanction disciplinaire sera annulée. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas prédécider, même si c'est dans votre tête, c'est le cas, ne laissez aucune trace. Faites attention. Ça aussi, ça coûte très, très cher. Très cher. Après, nous, on rame les avocats, oui, on sent les avirons, on plaide, mais non, pas du tout. Monsieur X ne pouvait pas être au courant, c'est une vue de l'esprit. Quand Monsieur X ou Madame X est le dirigeant de l'entreprise, le juge a du mal à nous suivre quand même. Ne préjugez pas, du moins, ne laissez pas de traces que vous avez préjugées. Voilà. De quoi s'agit-il de cet entretien? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est pour évoquer les faits litigieux avec le salarié. Vous ne pouvez même pas encore les qualifier de faute. Attention, il y a des modèles qui traînent sur Internet où on vous dit « on vous convoque pour cette faute ». Vous ne savez pas si c'est une faute. Pour des faits sur lesquels vous allez donc demander au salarié de s'exprimer. C'est lui qui ne s'exprime, pas vous. Attention, des fois, ils viennent avec des conseils du salarié qui vous mettent en accusation, mais non. C'est vous qui posez des questions, le code est très clair. Vous soumettez des faits et vous demandez au salarié de s'expliquer. Puis, vous ne donnez pas votre décision là, hein, vous la donnerez plus tard, et puis vous déciderez si vous sanctionnez ou pas. Est-ce qu'il existe une procédure pour cette convocation? Oui, que ce soit toute convocation disciplinaire, y compris le licenciement, mais pas toute, eh bien, vous devez laisser un délai de 5 jours ouvrables francs, 5 jours ouvrables, donc samedi compris, francs. Donc le jour de réception de la convocation et le jour de réalisation de l'entretien ne sont pas pris en compte. Donc ça fait 10 jours en tout, hein, en général, minimum. Faites attention si vous utilisez la poste, mettez même 15 jours si vous pouvez. Voilà. Vous pouvez évidemment remettre le document en main propre si le salarié accepte de signer la remise en main propre. Donc, à ce moment-là, le délai commencera à courir le lendemain et c'est plus court. Voilà. Par qui et comment l'entretien préalable doit-il être conduit? Mais par l'employeur, évidemment, le chef d'entreprise qui doit être interlocuteur. Mais bon, ça peut être le dépositaire de l'autorité de l'entreprise qui n'est pas exactement le chef d'entreprise. Quand l'entretien doit-il avoir lieu? En général, pendant les heures de travail, hein, mais on peut le faire en dehors des heures de travail si on paye des heures sup. Voilà. Il faut quand même que, oui, c'est l'exercice du contrat de travail. En heures sup, il faut le payer. Donc, vous ne pouvez pas faire en dehors des heures du contrat de travail. Quand les gens sont malades, c'est possible aussi en dehors des heures où on doit rester spécialement à la maison. Voilà. Est-ce que le salarié doit se présenter à l'entretien? Il n'est pas obligé. C'est une garantie qui est mise à son bénéfice. S'il ne veut pas l'utiliser, il n'est pas obligé. Est-ce que le salarié peut se faire assister? Mais oui, bien sûr qu'il peut se faire assister dans ce cas-là. Alors évidemment, quand la sanction envisagée n'est pas un licenciement, je dis bien n'est pas un licenciement, quand vous envisagez une sanction, vous devez rappeler au salarié qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Ok, mais quand vous envisagez un licenciement, c'est pareil si l'entreprise est dotée d'un CSE. Si l'entreprise n'est pas dotée d'un CSE, vous devez en outre préciser que le salarié peut recourir à l'assistance d'un conseiller extérieur à l'entreprise. Vous le savez, c'est ce qu'on appelle les conseillers du salarié. C'est sur une liste qui est tenue auprès de la mairie, qui est tenue auprès de l'inspection du travail. Est-ce que c'est la mairie de l'entreprise ou la mairie où habite le salarié? Ça dépend s'il habite ou pas dans le département. Sinov vous donnera toutes les informations. Mais si vous n'envisagez pas de licenciement, ça n'est pas nécessaire de mettre cette mention-là. Si vous envisagez un licenciement, que vous n'êtes pas obligé de prononcer, hein, vous pouvez prononcer une sanction plus faible que le licenciement, vous devez alors mettre cette mention du conseiller extérieur pour le collaborateur, si jamais il n'y a pas de CSE dans l'entreprise. Pouvez-vous vous faire assister? Alors, ce n'est pas prévu en tant que tel, mais quand même, vous ne pouvez pas vous faire accompagner de quelqu'un qui n'appartient pas à l'entreprise. Donc, non, l'expert comptable ne peut pas être avec vous. J'ai vu des cas comme ça, l'expert comptable qui s'érige en passant. Non, ça disqualifie totalement la procédure. Évidemment, votre avocat non plus. Si votre avocat accepte d'être là, changez-en. Hein, c'est qu'il ne connaît pas la matière. Donc, l'avocat ne peut pas être là. En revanche, un membre de l'entreprise peut être là. Mais si vous êtes avec un membre de l'entreprise, par exemple le manager de la personne concernée, attention, si la personne est seule, parce que à ce moment-là, il y a un déséquilibre numérique et ça peut, en fonction de l'humeur du juge, être considéré comme étant une pression psychologique. Donc, quand le salarié est accompagné, vous pouvez l'être aussi. Si le salarié ne l'est pas, moi, je vous recommande de ne pas l'être. Voilà. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation.
Voilà, quelles sanctions si vous ne faites pas l'entretien? Eh bien, si vous ne recourez pas à la procédure d'entretien, eh bien, la sanction disciplinaire qui est prononcée sans avoir respecté la procédure, eh bien, en fait, est disqualifiée. Il n'y a pas de sanction disciplinaire si vous ne respectez pas la procédure, à l'exception du licenciement, lequel aura quand même lieu, mais il sera entaché d'une irrégularité. Il ne sera pas annulé pour autant, il ne sera pas sans cause réelle et sérieuse pour autant, il sera entaché d'une irrégularité qui peut vous coûter un mois de salaire. Donc, toute sanction disqualifiée, le licenciement, non, mais avec une irrégularité qui peut vous coûter jusqu'à un mois de salaire. Et si le licenciement est par ailleurs jugé sans cause réelle et sérieuse, cette irrégularité sera absorbée dans la sanction de l'absence de cause réelle et sérieuse. Mais là, je me rends compte que je suis technique et ce n'est pas forcément le moment. L'entretien spécifique au forfait jour à 9h05 du matin, vous êtes à fond, moi aussi. L'entretien spécifique au forfait jour, celui-ci, il est indispensable. Mais alors, indispensable, de chez indispensable, comme on disait quand j'étais jeune. Vous, les forfaits jours, de toute façon, c'est hyper rigoureux. Vous allez vous faire planter en justice si vous ne respectez pas. Alors en plus, c'est la convention collective qui nous dit qu'il faut au moins 2 entretiens par an sur la charge de travail, etc. Je vais y revenir, mais vous ne pouvez pas y couper. Et si vous y coupez, c'est requalification et ça fait très mal. J'y arrive. Tout d'abord, qui en bénéficie? Tous les salariés en forfait jour, dans tout type de contrat de travail. Enfin, en général, c'est quand même un certain type de salariés. Mais bon, sur le principe, dans notre branche, un certain type de salariés. Qui en est à l'initiative? L'employeur, ça a lieu quand? Au moins 2 fois par an et en cas de difficulté de charge de travail inhabituelle. Au moins 2 fois par an. Est-ce qu'on peut les fusionner avec d'autres entretiens? Avec l'entretien professionnel? Non. Avec d'autres entretiens, je pense que oui, en faisant un encart spécifique, je vous l'ai déjà dit, il faut bien montrer que vous l'avez fait, spécifiquement fait, et que vous avez pensé à remplir votre obligation spécifiquement. Que le confrère puisse pas dire « Ah ouais, mais là, ça a été abordé dans tel entretien, mais ce n'était pas l'entretien forfait jour. » Est-ce qu'on est obligé d'informer le salarié sur la collecte éventuelle d'informations? Oui, bien évidemment. Vous devez évoquer certains sujets. Alors, la charge individuelle, c'est dans la convention collective, hein, vous le retrouvez. La charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié. Ça ressemble à l'entretien télétravail, hein. Ça ne vous empêche pas de faire un encart. Par exemple, de faire l'un et l'autre en même temps, avec 2 encarts séparés, hein, ça ressemble beaucoup quand même. La rémunération du salarié, l'organisation du travail du salarié. Ce que je trouve dingue, c'est l'organisation du travail dans l'entreprise. Je vois pas, ça c'est la loi, je ne vois pas pourquoi ça concerne le salarié en forfait jour, mais bon. L'amplitude des journées de travail, bon, et puis l'état des jours non travaillés qui sont non pris à la date des entretiens. Vous voyez, c'est super important. Là-dedans, quand même, il y a 2 points importants, enfin plus importants quand même, c'est la charge individuelle, hyper important quand même, et les jours non travaillés pris et non pris. Parce que si vous ne suivez pas la charge de votre collaborateur de travail et son repos, eh bien, le forfait jour, il est disqualifié par la Cour de cassation, enfin, non, par le juge d'appel ou le juge du fond, en tous les cas. Disqualifié, ça veut dire que votre gars, il a 35 heures. Ça veut dire que vous lui payez des heures sup s'il démontre qu'il a travaillé au-delà de 35 heures. En général, il le démontre avec des mails, des rendez-vous, son agenda, etc. Ça veut donc dire que parce que vous n'avez pas fait les entretiens forfait jour, parce que donc vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous avez suivi la charge de travail de votre collaborateur et son état de repos, même si vous avez plein de preuves à côté que vous l'avez fait, vous avez un document que vous n'avez pas rempli, il y a des JP, hein, je ne l'invente pas, c'est requalifié. Et si c'est requalifié, c'est plein pot pour vous. Donc attention, ça plaisante pas du tout. Je sais que tout ce que je vous dis, vous avez l'impression que je vis sur Mars et que vous, ça se passe autrement, vous entendez bien que vos collaborateurs, il n'y a pas de risque, vous verrez bien si ça arrive. Mais quand ça arrive, et je n'aurais pas de métier si ça n'arrivait pas. Donc raisonnez à l'envers. Moi, si je suis là, c'est que ça arrive. Et c'est pas rarissime, je gagne ma vie avec ça. Il y en a tous les jours des trucs comme ça. Et bien quand ça arrive, je peux vous assurer que ça fait très très mal. Parce que là, le juge, il se fait un malin plaisir à vous sanctionner. Vous n'avez pas respecté les éléments sur le forfait jour. Déjà que c'est pas très bien vu le forfait jour. Là, vous vous prenez la requalification à 35 heures et c'est plein pot. Faites très très attention. Faites ces entretiens 2 fois par an. Ils peuvent se faire en visio, par téléphone. Dès que vous avez un compte-rendu qui est validé, on ne vous demande pas d'avoir une salle réservée pendant 1h30 avec le salarié. Même 5 minutes par téléphone, je n'ai pas vu de jurisprudence contre. Mais vous avez la preuve que vous l'avez fait. Vous avez un mail qu'il valide, mais le mail encore, ce n'est pas une preuve, ben, c'est déjà une preuve. Mais enfin bon, vous avez un document, un compte-rendu qui est signé, c'est mieux, mais faites-le.
Voilà, j'accélère encore, parce qu'en fait, je vous ai tout dit. Voilà. L'entretien d'évaluation, bah le voilà, l'entretien d'évaluation, c'est le seul qu'en général vous connaissez, et c'est le seul qui n'est pas réglementé. Légalement, celui-là, il n'existe pas. C'est un usage d'entreprise, faites ce que vous voulez. C'est pas dans le code, il n'y a pas de source légale ou conventionnelle, c'est juste un usage. Donc, c'est comme vous voulez, l'entretien d'évaluation, attention, ne le confondez pas avec tous les autres entretiens spécifiques, normés, légiférés, code du travaillisé dont je vous ai parlé. Ceux-là doivent être identifiés, celui-ci peut être plus flou. Mais, il faut le faire quand même, pour moi, parce que c'est l'élément central qui va nous permettre de plaider dans les licenciements. Quand vous licenciez un salarié pour faute, quand vous licenciez un salarié pour insuffisance professionnelle, quand vous licenciez un salarié pour de multiples raisons, démontrez que vous l'avez évalué, démontrez que vous avez eu un dialogue avec lui, que vous avez eu le courage managérial de lui dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est crucial dans les contentieux. Absolument définitif, comme déterminant. Alors, il ne faut pas faire des entretiens d'évaluation quand on n'a pas de courage managérial, parce que c'est pire. Moi, je me retrouve avec des contentieux où l'évaluateur a dit c'est super, le gars, il avait tout raté, mais bravo, pour ne pas avoir de conflit avec la personne. Dans ce cas-là, le type en face, il sort ça au contentieux, alors qu'on l'a viré pour faute 3 mois après, il dit je ne comprends pas. Mon évaluateur m'a dit que tout allait très bien. C'est pire. Si vous n'avez pas de courage managérial, ne le faites pas. Ça devient une preuve contre vous. Mais si vous avez le courage de dire aux gens ça ne va pas, et de l'écrire, eh bien, voyez le rapport, vous dites à quelqu'un ça ne va pas, et vous l'écrivez. Évidemment, on vous demande de mettre en place des mesures correctives, donc aider la personne, adaptation du salarié à l'évaluation de son poste de travail, formation professionnelle. Vous avez quelqu'un, ça ne va pas, en général, les clients viennent me voir en disant oui, ça ne va pas depuis 2 ans, on ne lui a pas dit, bon, c'est une catastrophe. Ça ne va pas, vous le dites, vous mettez en place un plan de formation. Alors, ce n'est pas forcément avec un formateur externe, hein. Ça peut être un plan d'accompagnement en interne, mais il faut qu'il y ait des traces, il faut que le truc soit écrit. Par exemple, on fait un point maintenant tous les 3 jours pendant 2 mois sur tes difficultés. Il ne faut pas que ça ait l'air d'être de la surveillance, c'est pas la Stasi non plus. Donc, on fait un point sur tes difficultés et si la personne, ça ne va pas mieux, on peut aller en justice, on l'a évalué, on a essayé de l'aider, ça ne va pas mieux, on peut aller en justice et on peut gagner. Sinon, on y va au talent. Des fois, ça marche, puis des fois, ça ne marche pas. Voilà. Je vous ai tout dit, je fais vite, il est 9h15, j'avance, allez hop, je vais passer à l'entretien suivant, l'entretien d'évaluation, bon allez, je vais au suivant, c'est l'entretien ponctuel santé, alerte, charge de travail, isolement, ça c'est l'entretien qui est prévu dans l'accord dans 2 accords en fait, l'accord national du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux. Celui-ci, tout le monde l'a oublié dans la branche, il a été étendu, il est opposable. Je sais que le collège salarié essaie de ne pas trop en parler parce que c'est vraiment un accord vraiment, c'est pas glorieux. On a tout lâché au moment de la signature, donc en fait, il est que à charge de l'employeur. Et une partie ne s'applique plus parce qu'en plus, on parle de CHSCT, mais il y a quand même une partie qui s'applique. Voilà, et puis, c'est ça, en fait, la partie qui s'applique, c'est l'entretien. Et puis, vous avez l'accord national de révision, l'accord temps de travail du 1er avril 2014, qui est en fait l'accord forfait jour, mis à jour en 2014, qui vous dit la même chose, c'est-à-dire lorsque le salarié a une alerte sur sa santé, sa charge de travail, il se sent seul, il peut déclencher un entretien avec vous. Vous pouvez faire le contraire, vous pouvez déclencher si vous avez un doute, et ça va se tenir dans les 8 jours de l'alerte formulée par écrit par le salarié. Donc, il y a quand même, et 8 jours, c'est long. Moi, je vous dirais qu'il faut le faire plus vite. Quand quelqu'un vous dit j'ai un sentiment d'isolement, attendez pas 8 jours. 24 heures, ça me semble déjà très bien. Voilà, 9h13, je ne détaille pas tout, j'en ai fait des kilomètres, je peux vous parler pendant 2 heures. C'est pas grave, vous avez les éléments principaux. Si vous faites déjà ce que je vous ai dit, on gagnera tous les procès, c'est super. Et maintenant, je vais prendre les questions pendant le quart d'heure qu'il reste. Voilà, les questions sont là. Alors, oula. Merci d'avoir envoyé mes coordonnées, Mathilde. La prochaine fois, c'est bien de les mettre sur les slides que vous diffusez. Alors, je ne sais pas en fait. Est-ce qu'il faut avoir fait les 3 formation, certification, augmentation? Alors, je reprends. Là, c'est une question qui m'a été posée à 9h moins le quart. C'est une question sur l'entretien professionnel. Non. Vous voyez, formation, certification, augmentation. J'ai répondu ensuite. Ce n'est pas là-dessus que vous, en tant qu'employeur, vous êtes évalué ou sanctionné. Vous êtes évalué ou sanctionné, vous êtes sanctionné si le collaborateur n'a pas eu ses entretiens professionnels durant la période des 6 années d'ancienneté passées et n'a pas bénéficié d'une formation non obligatoire. Donc en fait,
même s'il n'a pas eu d'augmentation de salaire ou de je sais pas quoi, d'éléments de certification, eh ben, au fond, c'est pas là-dessus que vous êtes sanctionné. C'est un peu bizarre, je vous le cache pas. C'est comme ça, c'est le croisement des textes. Avant, la loi de 2014 vous sanctionnait sur ce qu'elle exigeait de vous, et puis 2018 est venu déplacer les éléments de sanction, mais sans déplacer les éléments d'entretien professionnel. Donc il y a une distorsion. Mais vous êtes sanctionné que sur un point précis. Voilà. Les gens. Alors, vous êtes sanctionné si le salarié n'a pas bénéficié de ses entretiens professionnels et que le collaborateur n'a pas bénéficié d'une formation. On me demande si c'est et ou. Ben, c'est et. Je dis et. C'est écrit et, c'est et. Les entretiens et une formation non obligatoire. Ce n'est pas alternatif. Hein. C'est les deux. En général, la formation, je vous dis, on l'a fait. C'est les entretiens qu'on ne fait pas. Alors, les formations étaient souvent annulées. Nous avons abandonné. Je suppose que vous parlez des formations faites par l'OPCO Atlas. Si vous parlez des formations que vous souhaitez faire auprès de vos salariés, il ne faut pas abandonner, il faut commencer. C'est l'organisme de formation, s'il annule, il y a un truc qui ne va pas, mais vous serez à la fin sanctionné, mais pas que pour les entretiens professionnels. Vous serez sanctionné dans tous les contentieux, licenciement pour insuffisance professionnelle, licenciement pour faute. À chaque fois, le collège salarié commence en vous demandant, avez-vous formé le salarié? Et ce n'est pas formé. Le vrai texte, c'est adapter le salarié à l'évolution de son poste de travail. J'en ai parlé récemment avec l'inspection du travail qui me dit, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous n'êtes pas là pour former les salariés à leur poste de travail. Dans une certaine mesure, ils sont censés être déjà formés. Sinon, vous n'allez pas les embaucher. C'est l'adaptation et à l'évaluation du poste. C'est différent. Moi, j'ai vu des contentieux quand je siégeais au conseil de prud'homme, on reprochait à un notaire d'avoir licencié un notaire parce qu'elle ne savait pas faire un boulot de notaire alors qu'il ne l'avait pas formé. Je ne vais pas former un notaire, elle est estampillée notaire. Oui, mais le collège salarié me dit, ah, mais il n'a pas donné de formation au notariat. C'est n'importe quoi. Hein. C'est l'évolution du poste de travail. Bon, je ne vais pas me fâcher. Ah, je vais avoir une attaque. Est-ce que ça peut avoir lieu en même temps qu'un autre entretien, me demande Mme Texier? Oui, certains entretiens peuvent avoir lieu en même temps que d'autres. Il faut juste bien distinguer. Il faut des formulaires différents. Ça peut être une page A, une page B, par exemple. C'est ce que je recommande à mes clients. Hein. On fait l'un, on fait l'autre. Si on doit faire un entretien de lundi, un entretien de mardi, un entretien de mercredi, on ne s'en sort pas, on fait tout le lundi matin, on remplit des feuilles différentes, voire sur la même feuille, on a des encarts différents quand on peut. Seul l'entretien professionnel doit vraiment être distinct. Celui-ci, il est normalisé, légalisé, il faut le mettre sur un document à part, il faut vraiment le mettre sur un document à part. Les autres, ça peut être des encarts sur la même page. La thématique télétravail peut-elle être incluse en entretien annuel? Yes, j'ai répondu tout à l'heure. Si dans l'entretien, le salarié dénonce des dépassements, est-ce que c'est dangereux? Alors, je ne sais pas de quel entretien on parle. Je suppose qu'on parle de dépassement de temps de travail. Oui, c'est dangereux. Mais je ne sais pas, Madame Texier, il faudra me préciser la question. Je ne l'ai pas vu passer à ce moment-là, donc je ne sais plus de quoi on parle. Faut-il donc là aussi garder une preuve de l'entretien d'évaluation a eu lieu? Oui, oui. Gardez des preuves, faites vos dossiers. Vous ne savez pas ce qu'on souffre après. Je sais, certains d'entre vous le savent parce qu'on a travaillé ensemble, parce qu'on a un métier qui ne consiste pas à faire un dossier pour se défendre. Vous avez un métier qui consiste à gagner de l'argent en vendant des services ou des produits à vos clients et vous vous battez pour faire vivre votre société. À côté de ça, vous avez un salarié qui tranquillement accumule vos oublis, parce qu'en fait, ce sont des oublis. Et ben oui, vous avez, ben non, il faut en fait vous faire un dossier. C'est la rigueur. Comme je le dis à chaque entretien, la procédure protège l'employeur. La procédure protège l'employeur, pas le salarié. La procédure protège l'employeur. Vous n'aimez pas la procédure. Quand vous allez être condamné par la cour d'appel, et ben, vous allez aimer la procédure parce qu'elle vous aurait protégé. Je sais que c'est pas drôle. Je sais que moi-même, quand j'étais petit, je voulais pas faire ce métier-là. Je voulais pas poursuivre les gens avec de la procédure. Je voulais être pompier. Mais maintenant, mon métier, c'est de vous dire la procédure vous protège. Non, je voulais pas être pompier, d'ailleurs. J'étais plus dans les catégories super-héros. Mais donc, il faut pas faire ça. Il faut vraiment être attentif. Votre boulot, c'est ça. L'enjeu financier est tel que peut-être que même ça vous coûtera plus cher que la perte de plusieurs contrats. Hein. Parce que quand la cour de cassation ou quand la cour d'appel plutôt vous tombe dessus, parce que vous n'avez pas fait signer un papier, et ben, ça fait mal. Voilà, dans l'entretien forfait jour. Donc oui, mais c'était Madame Texier, le dépassement de quoi en fait? Si le salarié, de toute façon, si le salarié dans son entretien forfait jour dénonce une surcharge de travail, enfin pas dénonce, vous informe d'une surcharge de travail ou vous découvrez qu'il n'a pas pu prendre l'ensemble de ces jours de ce que vous appelez des jours de repos, qui ne sont pas des jours de repos, mais c'est un autre sujet en droit, ou c'est RTT, c'est encore pas des RTT, mais c'est un autre sujet en droit, eh bien oui, enfin il y a tout ce qui vous annonce comme n'étant pas normal,
Alerte rouge, il faut mettre en place des dispositifs correctifs parce qu'en plus, comme il vous a alerté, alors là, après, pour lui, en justice, c'est du beurre. Il arrive, il dit, j'ai prévenu mon employeur qui n'a rien fait, et là, vous avez beaucoup de mal à vous en sortir. On peut plaider, le juge peut nous faire des grands sourires, mais à la fin, il sanctionne. Voilà, 9h20, voilà, j'ai fait un peu trop rapide peut-être là pour une fois. Vous avez 10 minutes pour me poser des questions. Peut-être, Vianney, as-tu des questions supplémentaires à me poser? Sinon, je ne sais pas. Là, j'ai vraiment fait trop vite. Mais non. Oui, alors D'habitude, je déborde. j'ai une petite question justement. Tout à l'heure, tu parlais de l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire Oui. en mettant de côté l'avertissement. Oui, parce que l'avertissement est une mesure disciplinaire qui, en fait, échappe en général. Il faut voir vos règlements intérieurs quand vous en avez, mais échappe en général à toute procédure, puisque l'avertissement n'a pas d'impact sur la carrière ou n'a pas d'impact sur la rémunération ou la présence du salarié dans l'entreprise. C'est juste un avertissement au sens propre du terme. Ce n'est pas encore vraiment la sanction. Alors, c'est vu comme étant un premier degré de sanction. On pourrait soutenir que ce n'est pas le cas, mais souvent dans les règlements intérieurs, c'est mentionné comme étant une sanction. Mais ça n'est que... On avertit le salarié qu'après, ça va être important. Donc, quand c'est important, on doit respecter la procédure qui permet de respecter les droits de la défense, c'est-à-dire une période d'annonce à l'avance et puis un entretien avec peut-être un conseiller qui va aider le salarié à se défendre. Quand c'est juste un avertissement, ce n'est pas nécessaire. Pareil, le blâme, il n'y a pas de définition juridique du blâme. On pourrait considérer que le blâme est déjà, lui, une vraie sanction, ce qui est le cas d'ailleurs. L'avertissement averti, le blâme, c'est une sanction. Mais c'est une sanction tellement légère qui n'a pas d'impact sur la présence du salarié, sur sa rémunération, c'est vrai, ni sur le développement de sa carrière, voilà, enfin en théorie. Donc pareil, le blâme n'est pas censé, sauf si le salarié démontre que le blâme a eu un impact sur sa carrière, auquel cas on vous dira vous ne pouviez pas parce qu'il n'y a pas eu de procédure, mais le blâme en général n'a pas besoin de cette procédure. Il en va de même du rappel à la règle, que moi j'exclus quand je fais des règlements intérieurs, expressément de l'échelle des sanctions, en disant un rappel à la règle n'est pas une sanction, mais beaucoup de gens considèrent que c'est une sanction, c'est juste un rappel à la règle. Mais bon, et bien, le rappel à la règle, bien évidemment, n'exige pas un entretien, pour la bonne raison que ce n'est pas une sanction ou extrêmement légère. Donc, en fait, la procédure disciplinaire de respect des droits de la défense se déclenche quand la sanction aura des conséquences pour le salarié, ce qui n'est pas le cas de l'avertissement, puisque l'avertissement n'est qu'un premier degré qui n'a pas de conséquences. C'est une espèce de sanction avec sursis. Donc, tant qu'il y a du sursis, entre guillemets, il n'y a pas besoin de respecter cette procédure. Voilà, si je suis plus clair. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon. Je suis allé un peu vite, désolé pour une fois, mais je n'ai pas d'autres éléments à rajouter, je ne vais pas recommencer, donc si tout est bien pour vous, nous allons en rester là. Vianney, je te rends la main. Cognac Jay, à vous, les studios. T'as pas connu, t'es trop jeune, mais bon. Merci beaucoup en tout cas de votre présence à tous. Merci Michael pour cette conférence. Dans tous les cas, donc, vous allez recevoir plus tard, vous pourrez retrouver donc la vidéo de ce Web Social Café et vous recevrez plus tard les invitations pour les futurs Web Social Café. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une excellente journée et de bonnes vacances pour ceux qui partent. À bientôt et bonnes vacances. Au revoir.